madame. Suivez la procession. Et copulez avec le diable. Alors brûlez la sorcière. Madame, pourquoi il vient tant de monde ici? On va brûler une sorcière! Une sorcière, mais qui donc? La Catillon! La Catillon, mais je la connais, la Catherine Repon! Elle est de Villarbonnard! Si j'étais toi, je ne m'en vanterais pas trop haut. Madame, on brûle une sorcière! Vivante, on la brûle vivante. Bah oui, ça fait longtemps qu'on en a pas brûlé une! Au moins 50 ans! Faut pas rater l'occasion! Monsieur le curé a dit que la croyance progressait chaque jour. Mais ose un peu passer par toi-même. Ce que tu appelles l'incroyance, j'appelle cela la raison. Till efter spikvattnet. Det är väldigt tau. Och tonen läste klädfötterven. C'est barbare. Det finns chicksans, keine Baguette, keine Cake. La preuve que non, on m'a dit que le diable allait s'évanouir au moment où elle allait livrer le nom de ses complices. Et comment es-tu sûr que c'est une sorcière? Elle rend les bêtes malades, elle fait tourner les laits et garde le fromage quand on lui refuse la charité. Si ceux qui savent apporter leur connaissance à ceux qui sont plongés dans les ténèbres, il pourrait y avoir un progrès. Il n'est pas encore temps. Quand sera-t-il temps? Combien de temps encore tournerons-nous en rond dans les ténèbres? C'est qu'on ait 11 enfants à la maison et pas assez de pain pour nourrir tout ce monde. Elle a beau avoir été brûlée, ça ne cesse pas. J'ai toujours des démangeaisons. Moi, c'est plus bas que ça me démange. Il paraît qu'elle forniquait avec le diable. Eh bien, le diable n'est pas dégoûté. Il y a 6 mois, mon mari l'a chassée. Elle y a noué l'aiguillette si fort que depuis, il m'a plus touchée. Pauvre Madeleine. 6 mois. Tu ne lui as pas demandé des potions, toi? Tout le monde allait la voir. On n'a pas entendu crier. Le bourreau l'a étranglée avant. Par charité. Oh. Croyez-vous que la comète s'inquiète de notre mariage? Maudite comète! Un feu s'allume dans le ciel et pourquoi? Pour empêcher notre mariage. Sommes-nous des gens si importants que nous puissions nous imaginer que le ciel fasse pour nous la dépense d'une comète? Vous ne comprenez donc pas? C'est mon père! Tant que la comète durera ou qu'il restera dans le ciel le moindre morceau de sa queue, mon père refuse de me laisser vous épouser. Ah, que je suis malheureuse! Angélica! Ils pourraient faire leur mariage dans la cave, si secrètement que la comète n'en saurait rien. Viendra-t-elle? Elle viendra, mademoiselle. Comment pouvez-vous en être sûre, Fontenelle? Parce que Monsieur Halley a calculé sa trajectoire et que la comète reviendra comme Monsieur Halley l'a calculé. Et nul prodige à l'horizon. À Fribourg, en Suisse, on
On a brûlé vive une sorcière. Je suppose que c'était une vieille pauvresse baissue et laide à faire peur. À faire peur, oui. C'est pour cela qu'on l'a brûlée. Chacun sait que les sorcières sont toutes pauvres, vieilles et laides, et qu'il n'y a point de belles sorcières. Mais si, moi j'en connais. Vous connaissez une sorcière, Fontenelle? J'en connais même deux. Et qui sont-elles? Nous, pourquoi sommes-nous des sorcières? Parce que vous portez en vous vos propres enchantements. Eh bien, qu'as-tu à rester planté là? C'est que je suis de Fribourg, mademoiselle. Je la connaissais, la Catillon. La Toicha, on l'appelait. Elle était toute tordue et bossue. Elle faisait commerce avec le diable. Quelle sainte! Ça fait tout drôle d'entendre parler de notre Catillon jusqu'à Paris. Va-t-elle enfin daigner apparaître votre comète? Il n'est pas encore l'heure. Ce n'est guère prudent de s'exposer à la comète. Écoutez-la, cette petite idiote. Mademoiselle, il ne faut pas se moquer des comètes. Elles annoncent de grands malheurs. Mon enfant, quand il serait vrai que les comètes ont toujours été suivies de quelques malheurs, il n'y aurait point lieu de dire qu'elles ont été le signe ou la cause. Mais, monsieur, l'orage d'hier au soir, la guerre dans l'Europe, la peste dans l'Asie, la famine dans l'Afrique, des feux allumés dans l'air, des queues prodigieuses qui ont plus de 15 arpents de long. Des queues prodigieuses qui ont plus de 15 arpents de long. Je n'oublierai pas celle-ci. A-t-on jamais vu de comète sans qu'il soit arrivé de grands malheurs? Il est déjà arrivé de grands malheurs sur comète. Tu raisonnes. Approche. Plus près. Elle a un joli minoir. Fontenelle, va avec mes domestiques. C'est que j'écoute toujours ce que vous dites sur l'astronomie, mademoiselle, monsieur Fontenelle. Ce que Monsieur Fontenelle dit sur l'astronomie, c'est pour les filles de condition, pas pour les suyons comme toi. Il ne manquerait plus que les boniches s'instruisent. Remporte ça. Tout Paris a le nez au ciel. Paris aura un Terticali. Oh, je n'en puis plus d'attendre. Je vais me jeter sur un sofa. Venez, Casanova. Vous ne verrez pas la comète et il vous faudra attendre 76 ans son prochain passage. 76 ans. Et comme le comportement d'un corps céleste peut être prédit avec exactitude sur la base de son interaction avec d'autres corps célestes, Monsieur Lalande a prévu un retard de 518 jours dû à Jupiter et de 100 jours dû à Saturne. La comète ne peut manquer de réapparaître cette nuit. Tenez, refaites le calcul. Ah, Monsieur Fontenelle, il n'appartient pas aux femmes de se livrer à de telles occupations. Tout au plus de nous divertir en nous instruisant avec vous. Chacun sait que nous autres, les femmes, sommes gouvernées par... Notre utérus. Oh. Mesdames, ayez le courage d'être savantes. Les femmes ne sont pas faites pour être savantes. Mais pour plaire. Tout le monde sait que nous ne sommes pas vos égales. Qu'en dites-vous, Casanova? J'ai toujours considéré les femmes comme étant mes égales. Dans le plaisir. Pourquoi en serait-il autrement avec la connaissance? Ah, Angélica, quel malheur! En Suède, on conteste mon héritage. Il y aura un long et coûteux procès si je veux récupérer et ma fortune et mon nom. Angélica, nous ne pouvons nous marier. Vos peintures vous ont rendu célèbre. Vous avez du bien. Vous ne pouvez épouser un pauvre gentilhomme sans fortune. C'est encore la comète! Peu importe, comte. Je vous épouserai, même sans fortune. Ah, je ne puis accepter, Angélica, ne pouvoir vous donner la main du comte de Horn. Oh, renonçons à cette union funeste. Comte, si vous m'aimez... Je vous aime, Angélica, mais ne puis vous épouser. Qu'y a-t-il? Cette scène ne vous aime pas? Le comte a trop de larmes. Si vous m'aimez, épousez-moi. Nous nous marierons en cachette de mon père. Je paierai les frais du procès. Ah, j'en mourrais d'honte. Je ne puis accepter. Il va accepter. Taisez-vous! Je paierai les frais du procès. Vous récupérez votre titre et votre fortune. Ce comte de Horn est-il parent avec celui qui a été roué vif en place de grève? Il a dit qu'il venait de Suède. Taisez-vous donc! Angélica? Non, non, je ne veux plus vous entendre. Un notaire! Un notaire! Oui! Un notaire! Un notaire! Marton! Envoie une boîte de vin, cherchez le mien. Oui, mademoiselle.
cela ne vous a pas tiré de larmes? C'était une belle scène. Voici venir le chevalier Déon. Attendez, est-ce le chevalier qui vient ou est-ce la chevalière? On ne parle que de cela à Paris. À Londres, on parie des fortunes sur le sexe de monsieur le chevalier. Le sexe du chevalier n'est pas certain. Faut-il plutôt lui dire mademoiselle? Monsieur? Monsieur Casanova, chevalier de Saint-Gall. Monsieur de Beaumont, chevalière Déon. Il sera bientôt l'heure. La comète! La comète! Pardonnez-moi, mademoiselle. Monsieur, je suis capitaine de dragon. Je ne puis me défaire de l'idée que vous n'êtes pas de mon sexe. J'ai combattu à Étrope et passé le désert sous le feu l'ennemi. À Suez, j'ai reçu 2 blessures. Voulez-vous les voir? À Austerlitz, à la tête de 20 dragons. J'ai fait prisonnier 700 Prussiens. À vos fins de lutte. Fille, vous pourriez cacher votre sexe sous l'uniforme. D'où vient cette pensée absurde? De ce que je ne puis résister au désir que vous m'inspirez. Folie! Quand je naquis, ma tête et mon sexe étaient couverts de membranes qui empêchèrent le médecin de me déclarer garçon. Quelle fable! Enfant, ma mère, qui se désolait de n'avoir point de fille, se plaisait à me revêtir d'une robe. Quel conte! Ah ça, monsieur! Si nous n'étions chez Mademoiselle Destin, je vous prouverais que je suis bien homme. Je trouve votre sexe bien chatouilleux. Qu'entendez-vous par là? Que je ne me bats pas contre une femme. Toute l'Europe sait que je suis une fine lame sous mon habit de femme. Quand j'étais lectrice de la tsarine, j'ai battu les meilleurs escrimeurs. Lectrice? La tsarine? Pardonnez-moi, mademoiselle ou monsieur, mais je ne sais plus ce que je dis ni où j'en suis. Il suffit, je suis de votre sexe, monsieur. Monsieur ou mademoiselle, laissez-moi voir, au toucher. Et dès que cela sera fait, il ne sera plus question de cela entre nous. Ôtez cette main. Si je me révèle homme... Eh bien, nous passerons à la nature ce bref égarement. Non. Vous vous imaginez pouvoir devenir femme vous-même et vous voudrez que je vous traite comme tel. Ah, je ne suis plus curieux de rien. Eh bien, vous voilà satisfait. Et pourtant, vos yeux, vos jambes, vos hanches, vos fesses sont d'une femme, pas d'un homme. Casanova! Casanova! Qui est là? Mademoiselle Destin? Mademoiselle d'Esclavel? Mademoiselle Kaufmann? Chevalier? Chevalière? C'est toi, Marton? Dans le boudoir, à minuit. Ça alors? La comète est en retard. Tous les objets de l'univers s'attirent mutuellement, de sorte que leurs mouvements ne peuvent être constants. Et cette inconstance universelle, Où étiez-vous donc? Je vous ai attendu jusqu'à 1 heure. Vous dites cela pour plaisanter. Je ne plaisante pas du tout. Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas venu. Mais comment? Je suis entré dans le boudoir. Votre main m'a couvert la bouche. Je vous ai serré dans mes bras. Je ne trouve pas ça drôle. Marton, je te chasse. Oh, mademoiselle! Cruelle, perfide! J'ai cru à vos serments, à vos belles paroles. Comment avez-vous pu avoir l'âme aussi noire? Dites-leur, avouez votre tromperie. Si j'étais toi, je ne ferais pas tant de publicité. Scélérat, il n'y a pas de comte de Horn. Avoue que c'était bien joué. Il s'appelle Brandt et c'est un valet. Tu as épousé un valet. Et alors? C'est un procédé infâme. Pas de morale. Tu es de la même race que moi, Casanova. Celle des aventuriers. Faut-il que les maîtres restent toujours des maîtres et les valets des valets? L'univers entier se meut, comme dit Monsieur Newton. Tout est en changement dans le monde. Les états ne sont pas éternels.
La fortune tourne sur sa boule. Je ne fais que la pousser un peu. Je ne puis supporter votre vue. Partez! Ce n'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Hors d'ici, ou je te fais bastonner par mes gens! Doucement, ma petite dame. Si ma femme, car tu es ma femme devant notaire, ne veut pas que j'aille le crier sur tous les toits, Madame Brandt, il va falloir me fournir quelques arguments valables. C'est à n'y pas croire, et pourtant c'est vrai. Les apparences sont souvent trompeuses. Vous voyez bien que la comète annonçait bien du malheur. S'il n'y avait pas eu la comète, Mademoiselle Destin n'aurait pas invité Monsieur Fontenelle à l'observer. Je n'aurais pas raisonné avec lui. Vous auriez couché avec cette sale vache de Mademoiselle Destin, et pas avec Mademoiselle d'Esclavelle. Je n'aurais pas ri du quiproquo, et je n'aurais pas été chassée. Oh, monsieur, qu'est-ce que je vais devenir? S'il n'y avait pas eu la comète Marton, Mademoiselle Kaufmann aurait tout de même épousé Brandt et aurait été malheureuse de la même façon. Le chevalier Déon se serait révélé être un homme ou une femme, et tu ne m'aurais pas rencontré. Viens avec moi, je te trouverai un état. En fait, sais-tu que tu es fort jolie? Oh, monsieur. Monsieur, tu n'es pas plus marquise que je suis chevalier. Ai-je dormi? Je suis fatigué. Toute ma vie, moi, Pierre Bain, je me suis battu pour qu'advienne la tolérance et la raison. La nuit s'achèvera bientôt, la nuit de la superstition. Alors viendra, enfin, viendra l'aube des lumières. Il y a des hommes qui sont femmes et des femmes qui sont hommes. Dans cette époque amphibie, les valets sont des contes et les contes des valets. La vérité est spectacle et le théâtre est vrai. Mon siècle finit, le leur commence. Je ne comprends rien à ce siècle nouveau. Je suis bien fatigué. Auserwählt hat. Ich hoffe, mich des Vertrauens würdig zu erweisen, welches Ihre Majestät mir entgegenbringt. Aber Sie bleiben? Ich werde mich auf die Treppe setzen und mitverfolgen. Ohne einzugreifen. Madame, que faites-vous dans ma chambre? Auf Befehl des Königs, Ihres Vaters, bin ich hier. Mais que me voulez-vous? Den Anweisungen Ihrer Majestät Folge leisten, die mir jede Befugnis erteilt zum Besten des Staates. Madame, que faites-vous? Vous, une femme. Jamais aucune femme n'est entrée dans ma chambre. Mit Recht. Nun hat aber meine Anwesenheit triftige Gründe. Meine Anwesenheit selbst und auf Anweisung des Königs bin ich hier. Laissez-moi en paix, je vous l'ordonne. Meine Weisungen
kommen von höherer Stelle. Stellen Sie sich vor, ich sei eine Flöte. Prinz, und Sie spielen mit mir eine Melodie. Solche, die Sie sonst selbst komponieren. Non, non, je ne jouerai pas de vos trous. Qui est là? Une autre femme? Montrez-vous. Qui êtes-vous? Ihre Verlobte, Prinzessin Elisabeth von Brunswick-Bever. Je ne veux pas de fiancée. Ich bin Ihre zukünftige Frau. Je ne veux pas de femme. Als hätten wir eine Wahl. Sie werden mit mir verheiratet sein. Et elle? Que fait-elle aussi dans ma chambre? Ihre Unschuld nehmen. Je ne veux pas être déniaisé. Prinz, es wird nicht wehtun. Pourquoi? Pourquoi? Weil Sie der Thronfolger Preußens sind. Je ne vous aimerai jamais, mademoiselle. Il ne pourra y avoir ni amour, ni amitié entre nous. Niemand erwartet von uns, dass wir uns lieben. Wir müssen lediglich einen Sohn bekommen, der Preußens Thron sicherstellt und das Bündnis mit Österreich befestigt. Sie müssen wissen, ich bin die Nichte des Kaisers. Nous vivrons séparément. Ich werde nichts als Französisch sprechen. Ich hasse die deutsche Sprache. Deutsch widert mich an. Nur mit den Hunden werde ich Deutsch sprechen. Comme vous voudrez, Prince. Wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Aber wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen L'imbécile! Il est allé se jeter dans les bras du guet! Qui va là? Arrêtez! Au nom du roi! Arrêtez! Ou je tire! Partons vite d'ici! On m'a marié à un homme que je ne connaissais pas, que je n'aimais pas. Ne pas aimer son mari est un malheur assez général. Le goût du monde dispense de s'aimer. Je sortais du couvent. J'avais 16 ans, mon mari 50. Cet homme me dégoûtait. J'étais honnête, je n'avais pas d'amant. Mais je frissonnais d'horreur à l'approche de mon époux. Ensuite, je me plongeais dans un bain et ne me croyais jamais assez lavé de la souillure du devoir. Faire l'amour à sa femme, c'est du dernier bourgeois. Ma mère me disait, une femme accomplie est celle dont on n'entend jamais parler. Quelle désillusion. Aussitôt mariée, aussitôt abandonnée. J'ai vite pris un amant, aussi léger que mon mari. La fidélité est ridicule. Intellectuellement, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Être savante est incompatible avec notre rôle d'épouse et de mère. Non, non, vous dis-je. Notre rôle est de rendre sa maison agréable à notre époux et de ne penser qu'à lui. De nous épanouir dans la religion, la fidélité et la maternité. Et qui a dit cela? Jean-Jacques. Rousseau, oui. C'est bien ce philosophe dont on fait si grand cas aujourd'hui qui nous commande d'être bêtes à manger du foin. Nous ne sommes destinés qu'au plaisir des hommes. Et quand nous vieillissons, que nous reste-t-il à part la dévotion? N'est-ce pas monsieur de la Ferté que je vois là-bas? Avec le chevalier de Saint-Lambert. En tout cas, ce n'est pas mon mari. Il est avec mademoiselle de Rebec. Julie, les convenances. Les convenances, madame. Chacun sait que la femme est un être de passion et d'émotion, commandé par son utérus. Plaisir, ingrat plaisir. Ah, si je perds mes jours dans la volupté. Adieu, donnez-moi quelques autres, que je les reperde encore. Vous avez raison. Ne perdons point le temps qui nous reste à vivre en regret frivole. Aimons qui nous aime. Pourtant, qu'est-ce qu'une femme sinon un animal raisonnable? Donc, un homme comme tout le monde.
Où sont-ils? Minuit. Ils devraient déjà être là. Les hommes nous promettent la lune. Et quand ils sont au pied de l'échelle, c'est la débandade. Moi qui me réjouissais tellement de voir ouvrir le corps. Émilie. Les voilà! Pardonnez notre retard. Un léger désagrément. Comment? Deux? Nous autres, jeunes médecins, ne trouvons pas de corps à disséquer. Il y a trop de dissections particulières. À part quelques miséreux repêchés dans le fleuve, Dans quel état? restent les cadavres des condamnés à mort. Un faux monnayeur et une infanticide. Nous n'étions pas les seuls. 3 horribles vieilles venues récupérer sur des pendus. Ah, quoi donc? Des ingrédients corporels que la décence interdit de nommer. Oh! L'homme a été torturé avant d'être roué. L'estomac distendu par les litres d'eau qu'on l'a forcé d'avaler. Les pieds et les mains écrasés par les brodequins. Les bras et les jambes rompus à coups de barre de fer. Le foie et la rate éclatés. Le blasphémateur à la langue arrachée avant d'être brûlé. Le parricide à la main droite arrachée avant d'être décapité. Et Damien, dont le supplice a frappé d'horreur toute l'Europe. Tenaillé, tailladé, ses plaies emplies de plomb fondu, écartelées. Ah, taisez-vous, taisez-vous. S'il n'y a plus de châtiment, il n'y a plus de société. Prenez l'onanisme. Je dis que les peines devraient être proportionnées au délit. Ce condamné portait les stigmates d'une masturbation excessive qui l'a conduit au crime. La vie, c'est le seul bien que l'homme possède en propre. S'il faut la lutter, que ce soit rapide et sans souffrance. Encore faut-il que le bourreau soit habile. Pour ce pauvre Lalit Hollandal, il a dû s'y reprendre 3 fois. S'il n'est pas puni avec sévérité, l'onanisme produira des générations d'idiots. La main de l'homme est faillible. Il faudrait une machine qui exécutât vite, sans faillir et humainement. Qui donna la mort, humainement. Le peuple ne serait pas content. Toute cette délicate machine, des os, des muscles, des nerfs, des tendons, détraqués, brisés. Quel gâchis! Rien à disséquer que la tête de ce misérable. Le siège de l'âme, docteur Louis. L'âme, où est-elle votre âme? Dans cet amas de chair qui déjà pue. Le cerveau sécrète la pensée, comme le foie la bile. Nous ne serions que la somme de la combinaison de nos organes. Vous ne nous laissez donc aucun espoir. Aucun, mademoiselle. Bientôt, ce corps se décomposera en molécules. Taisez-vous donc, monsieur. Mademoiselle de l'Espinasse est malade. Elle crache le sang. Comme rien ne se perd ni ne se crée, ces molécules continueront à exister et nous continuerons à vivre à travers nos molécules dissociées. Si cela vous console. Mais votre machine... Ma machine, oui. Oui, madame, votre séduisante machine s'arrêtera. Et tous ces rouages seront dispersés, détruits. Vos pensées périront avec elle. Doucement, docteur. Cette pensée-là pourrait bien vous valoir la Bastille. Ah, ça, il n'y a décidément rien à en faire. Ouvrons plutôt la femme. Elle a l'air moins abîmée. Cette autre machine qui aima. Enfanta. Tu as son enfant nouveau-né et fut pendu. Après avoir été engrossée, pauvre servante, par le fils de ses maîtres, Tissot. Va chercher de l'eau, Margot. Nettoie ce sang, essuie cette table, mets ces organes aux ordures. Danse, Margot, danse. Le pauvre est une machine un peu plus compliquée que l'animal. Une étreinte machinale dans une vie machinale. Le plaisir qu'elle en a ressenti n'est pas plus que celui d'un animal qu'on accouple. Ah, cessez, je vous prie, messieurs. Voilà à quoi mène l'excès dans les plaisirs. L'usage du monde condamne la femme à ne vivre que pour le plaisir. Le pire est qu'à force de s'écarter de la nature et de vivre dans la mollesse, les hommes du monde sont des femmes masquées en hommes. En perdant leur semence, les hommes perdent leur force et deviennent stupides.
Mais les femmes sont saisies de fureur utérine qui leur ôte pudeur et raison, et leur font abandonner leur devoir d'épouse et de mère. Et c'est tout l'édifice social qui s'écroule. Je pense, monsieur, que la femme est façonnée par son éducation. Vous pensez mal. Oubliez-vous que vous êtes chez Madame d'Épinay. Ce n'est pas de votre faute. Vous êtes gouverné par vos organes, et plus précisément votre utérus. Eh bien, monsieur, mon utérus vous ordonne de sortir d'ici. Allons, partez, messieurs. Et n'oubliez pas vos jouets. Une machine, Guillotin. Une machine qui ôterait la vie des condamnés sans faillir. Humainement, Louis. Humainement. Vous avez été victime de la plus odieuse des tromperies. Gardez la pause, monsieur Diderot. Ah, je ne m'en consolerai jamais. Mais que vous êtes heureuse. Je suis la plus malheureuse des femmes. Ayez le courage, madame, d'être une artiste. Avec votre peinture, vous possédez le grand art. L'art ignoré de presque toutes les femmes. Celui de n'être point trompé. Vous en parlez à votre aise, vous qui êtes un homme. Ne bougez pas, monsieur Diderot. Détendez-vous. C'est que je suis incapable de rester sans bouger. Et vous voilà mariée, dépendant d'un mari qui est un escroc, et entre ses mains jusqu'à ce que soit reconnue la nullité de votre malheureuse union. Ah ça, mais détendez-vous donc. Vous ressemblez à une statue. C'est parce que je ne bouge pas. Allongez-vous à moitié. Prenez ce livre. Le mariage n'est qu'une monstruosité dans l'ordre de la nature. Que dites-vous là? Abandonnez-vous davantage. Je conçois le mariage comme un engagement indissoluble. Bah, le premier des deux époux qui rompt le pacte rend à l'autre sa liberté. Alors pourquoi y a-t-il une morale? Quelle morale raisonnable peut soutenir une loi qui enchaîne à jamais deux êtres et interdit le changement qui est en nous? Tenez votre livre comme si vous rêviez. Et la société? Et la nature? Où est le mal dans le frottement illicite et voluptueux de deux muqueuses? La nature ne se soucie ni du bien, ni du mal. Ôtez cet habit, il vous mannequine. Ce n'est pas mal. Et vous ne tuez pas, vous ne volez pas. Très rarement. Vous êtes donc contre les lois qui règlent la société? Certes, il faut des lois, mais des lois justes. Et la morale doit les faire découler de l'idée du vrai bonheur. Il n'y a qu'un devoir, c'est d'être heureux. Oui, chacun cherche son bonheur, qui n'est pas celui du voisin. Oh. Ne trouvez-vous pas qu'il fait horriblement chaud? Le vrai bonheur est de rendre l'autre heureux. La nature nous invite à ce plaisir qui... Et si vous posiez nu? Entièrement. Oh, avec votre livre.
Nous dérangeons peut-être? Marton? C'est bien moi, Madame Angelica, Marton Daguet. Diderot, je sais que vous n'avez plus de servante. Oh, quel plaisir de revoir une payse. Marton cherche une place. Il est très amoureux de moi. Elle a l'air intelligente et sensible. On aime. La première fois est paradisiaque. La deuxième fois aussi. La troisième fois un peu moins. Et puis l'on rencontre une autre femme à la messe. Mais les hommes en s'en fatiguent. Je la laisse imaginer que c'est elle qui me quitte. C'est dit. Installe-toi, Marton. L'amour est comme le théâtre, une tromperie partagée. Et si nous reprenions cette séance de pause? Zu bedienen. Und sie steht bei Wind und Wetter zu dir. Aber deine Salome ist ein schön geschwätziges Weib. Und du kannst mir glauben, wenn ich heute mehr wäre, als für einen armen Geist. Salome ist keine schlechte Frau. Sie ist meine Reinigung. Mein Medikament. Ja, großer Willi, ich habe sie geheiratet, damit sie meine Reinigung ist. Mein Medikament, um den kranken Mann, den ich bin, zu heilen. Du krank? Ha! Du wirst uns doch alle beerdigen. Na ja, wenn ich nicht schon seit 2 Jahrhunderten tot wäre. William, du bist mein einziger Freund auf dieser Welt. Ich leide an einem unheilbaren Übel. Ich habe wahnsinnige Sehnsucht nach anderem. Nicht so heftig, nicht so heftig. Sie wird schon kommen. Du wirst dein Medikament von alleine anziehen. Auch ich habe gelitten. Ich bin gereist, zumindest hat man mir das nachgesagt. Doch dann habe ich mein Land nie wieder verlassen. Schon wieder hast du keinen Finger! Ich finde dich hier, wo du deine Nase in deine Bücher steckst. Ich verziehe mich. Mit wem hast du geredet? Da ist niemand. Mit William Shakespeare. Kommt der aus Wattwil? Den kenne ich nicht. Ist das schon wieder einer dieser Nichtsnutzen, mit denen du dich bei Seppi herumtreibst? Na warte, wenn ich den sehe, dann werde ich was sagen, deinem Shakespeare. 2 feine Damen aus St. Gallen sind gekommen, um deine Zeit in Anspruch zu nehmen. Ist denn das Menschen möglich? Bist du ein Tanzbär? Eine ganze Reihe von Baronen, Grafen, untätigen Nobeln, poetischen Schreibern, von Magistern. Es gibt so viel zu tun und du verschwendest deine Zeit damit, Gänse zu rupfen, um deine Federn zu spitzen, Tinte besorgst und uns in die Schulden treibst,
und Papier zu kaufen. Wenn ich daran denke, wie wackelig unsere Stalltüre ist und dass du den Webstuhl immer noch nicht repariert hast. Haben Sie uns gebeten, Mitglied bei unserer moralischen Lesegesellschaft zu werden? Ja, meine Damen. Sie sind Bauer. Ja, aber ich webe auch und vermittle als Zwischenhändler zwischen den Großhändlern und den Spinnwebern. Ich habe Ziegen gehütet, Zahnpeter hergestellt und ich war Knecht bei anderen Bauern. Sie waren Knecht? Ja, meine Damen. Sie müssen verstehen, mein lieber Freund, dass unsere Gesellschaft, die moralische Lesegesellschaft, beabsichtigt, ein ansehnliches Niveau aufrechtzuerhalten. Ein ansehnliches Niveau auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Sie müssen verstehen, Ihre Absicht, der moralischen Lesegesellschaft beizutreten, ist... Uli, hast du die beiden Bäume vor dem Haus gefällt? Sie versperrten mir die Aussicht. Bist du verrückt geworden? Du willst zwei schöne, fruchterbringende Bäume, um die Aussicht besser zu genießen? Du gehst mit den Kindern ins Theater und kaufst einen Kanarienvogel? Warum braucht er einen Kanarienvogel? Und dann verplempperst du Tage damit, ebenso teures Papier mit Tinte voll zu kritzeln. Entschuldigen Sie bitte, Xantippe. Xantippe! Ich heiße nicht Xantippe! Ich bin die Salamis! Scheiße! Sie müssen verstehen, Sie in unserer Mitte, das wäre wie eine Ente unter Schwänen. Unsere moralische Lesegesellschaft kann nur schwerlich dulden, dass ein Wattwiler Bauer uns gleich sein soll. Aber natürlich sind wir rein theoretisch der Ansicht, dass er es ist. Wir haben Rousseau gelesen. Aber meine Damen, ich sollte lesen. Ich muss lesen. Ich bin zu früh geboren. Schon im Bauch meiner Mutter hatte ich diesen Hunger nach Bildung. Und dieser Wunsch hat mich mein Leben lang verfolgt. Shakespeare sagt mir oft. Shakespeare? Er spricht mit Ihnen? Und ich habe in Städten gearbeitet. In Städten? Und ich war Schuhputzer bei den Offizieren in Berlin. Schuhputzer? Berlin? Sie waren in Berlin? Hier stelle ich meinen linken Flügel aus. Meine Kavallerie dahin. Meine Artillerie hier. Nein, hier. Ah, Maria Therese von Österreich. Man sieht den hinten. Den wohlgenährten Frauen hinten. Und da das Pommerische Regiment. Ja, ich dachte, ich könnte in der Stadt heimisch werden. Ich wollte dem Elend entfliehen und die Welt sehen. Dann hat man mich aber einen Rekrutierungsoffizier verkauft. So wurde ich Soldat, ohne zu wissen, dass ich dafür um einiges zu klein bin. Und Sie dachten nur ans Heimkehren. Sie haben im Verborgenen heimische Lieder gesungen. Sie haben heimisch geweint und gelogen. Hätte man sie singen gehört, wären sie zum Tode verurteilt worden. Schweizer Juden demoralisierten Soldaten. Ja, man hat mir gesagt, wenn du kämpfst, verbittest du dir nur den Ausstieg. Wir sind arme, verkaufte Schweine, im Stich gelassen, um sich in Friedenszeiten zu verprügeln und in Kriegszeiten umzubringen. Das ist die letzte österreichische Karte. Ich gebe den Infanterie den Angriffsbefehl. Lobositz. Ah, Sie waren in der Schlacht Lobositz. Nein, das ist nicht die Nachhut. Das ist die gesamte österreichische Armee. Ich schicke meine Kavallerie los. Das sehe ich da. Sie wird zurückgedrängt. Meine Infanterie bricht auseinander und flieht. Ihr Hunde, wollt ihr ewig leben? Du da! Ich? Du Hund! Willst du ewig leben? Stell dich dorthin, zu diesem Regiment. Rechts und kehrt! Meine Damen, die Pferde galoppierten, währenddem sie ihre Gedärme auf dem Boden nachschleppten, bevor sie zu Boden fielen. Es herrschte so ein Höllenlärm, dass ich dachte, Himmel und Erde würden in 1000 Stücke zerbrechen. In Angesichtern konnte man den Schrecken lesen, auch bei mir. Ich stieg aus Bergen von Verletzten und Leichen. Was sehe ich da? Mein linker Flügel zerschlägt den rechten der Österreicher. Ich habe meine 60 Schuss in den Himmel abgefeuert, ohne auch nur ein einziges Geschöpf Gottes zu töten. Und Ziegen, bam, in meine fetten Arsch! Und dann?
Dann habe ich das Durcheinander ausgenutzt und mich aus dem Staub gemacht. Was? Sie haben desertiert? Was ist mich der Krieg der Mächtigen angegangen? Auf dem Schlachtfeld gab es nichts außer uns arme Schweine, die sich bekämpften. Ich hasse den Krieg. Dann bin ich zu uns zurückgekehrt. Bauern und Deserteur. Die moralische Lesegesellschaft von St. Gallen. Und als Sie zurückkamen, war Ihr Entchen schon verheiratet? Ich sehe. Die Dame hat meine Lebensgeschichte gelesen. Mein Entchen, sie wurde Mutter einer Familie. Warum sollte man das denn nicht akzeptieren? Sie hat Sie auch unzählige Male gefragt. Nun ja, ich führe ein christliches Leben. Was wäre denn so schlimm daran gewesen, wenn Sie eine Nacht zusammen verbracht hätten? Sie hat Sie ja gefragt. Ich schwöre, dass ich in all den Nächten, bei denen ich bei meinem Entchen war, sie nicht einmal angefasst habe. Genau das war es aber, was sie wollte. Die Natur treibt uns dazu. Kann es denn Sünde sein, wenn es naturgegeben ist? Ich war jung und dumm. Schließlich war sie es, die meine Heirat arrangierte. Hast du dich bei Abend nicht über den Baumwollpreis beschwert, den du ihm zum Spinnen gegeben hast? Hat er immer noch vorgegeben, sein Sohn sei krank? Denkst du, dass Vogen nichts verlangt? Du bist nicht hart genug, Uli. Und wer nicht hart genug ist, der verhungert. Geh und hol dir dieses Geld und ohne, dass du bei Seppi einkehrst. Ein Mann wie Sie, einer der Natur so nahe stehende Mann, dessen Geschichte ganz Europa bewegt hat. Kann so jemand Vorurteil zum Opfer fallen? Ja, auch wir waren nicht ohne Vorurteil, wenn wir sie nicht in unserer Gesellschaft empfingen. Die moralische Lesegesellschaft. Uli, komm hierher, hier. Können wir einen Schluck trinken? Meine Xantippe, meine Direktorin, meine Regierung, meine sparsame Sparbüchse. Sie hört erst auf, wenn sie mich umgebracht hat. Wie der Arzt den Kranken heilt, indem er ihn umbringt. Aber eines Tages, wenn wir beide tot sind, möge Gott mir die Bitte gewähren und uns weit voneinander entfernt Wohnsitze zuzuteilen. Nun, Uli, das Jahrhundert der Vernunft, das ist zum Lachen. Das Gesicht des Mannes, der in die Schlacht zieht, ist immer noch kreideweiß vor Angst. Wie zu meinen Lebenszeiten. Und die Absichten der Menschen treibt sie immer noch dazu an, sich gegenseitig weh zu tun und dem anderen Schlechtes zu wünschen. Geld, Blut, Sex. Uli, gib mir diesen Krug. Du überlässt ihn schön mir. Du mit deinem Fortschritt für die gesamte Menschheit. William, o großer Shakespeare, ich habe alle deine Stücke gelesen und wieder gelesen, habe sie kommentiert mit der Gänsefeder in der Hand. Du hast mich in den Wahnsinn getrieben, deinetwegen wurde ich traurig und melancholisch, deinetwegen wurde ich fröhlich. Aber sag's mir, erkläre mir bitte, warum ich, der nichts ist als ein armer Bauer, der arme Mann von Toggenburg,
d'excellentes idées. On les écoutera, elles seront réfléchies. Si toutes ne plaisent pas, au moins en restera-t-il quelques-unes. J'aurai contribué en quelque chose au progrès des Lumières, et j'en serai content. Je ne m'adresse qu'à des gens capables de m'entendre, et ceux-là me lieront sans danger. Ici règne le silence de la tombe. Crie, Justine, crie, autant que tu voudras. Personne ne t'entendra. Où sont les autres? Qui sait, morts peut-être, ou en train d'être domptés. Car nous, les femmes, sommes aussi libres que les hommes. La Duclos, la Chanville, la Martaine ont commis tous les crimes imaginables. Et moi, la Desgranges, je suis la plus grande scélérate qui ait jamais existé. Elle est pitié de moi. Tu veux que j'aie pitié de toi? Ici, pitié est un mot obscène. Ta pitié n'est que de l'égoïsme caché. Dieu vous punira. Ton Dieu n'est que le fruit de l'ignorance et de la tyrannie. Quoi? Vous ne croyez pas en Dieu? Je vais te raconter l'histoire de Dieu. C'est une histoire courte. Quand le fort voulut enchaîner le faible, il le persuada qu'un Dieu sanctifiait les frères dont il l'accablait. Et le faible, abruti par sa misère, crut ce que le fort voulut. Mais que ferions-nous de loi sans religion? Il nous faut un culte, et un culte fait pour le caractère d'un républicain. Dans un siècle où nous sommes aussi convaincus que la religion doit être appuyée sur la morale, et non pas la morale sur la religion, il faut une religion qui aille aux mœurs, qui en soit comme le développement, comme la suite nécessaire, et qui puisse, en élevant l'âme, la maintenir perpétuellement à la hauteur de cette liberté précieuse dont elle fait aujourd'hui son unique idole. Il n'y a d'autre enfer pour l'homme que la bêtise ou la méchanceté de ses semblables. Comprends-tu que tu ne sortiras plus d'ici? Juliette. Il est préférable d'affronter une fois dans sa vie un danger que l'on craint que de vivre dans le soin éternel de l'éviter. Qu'allez-vous me faire? La route de la vertu n'est pas toujours la plus sûre. Et il y a des circonstances dans le monde où la complicité d'un crime est préférable. Dieu protégera mon innocence. Folle, pauvre folle, tu ne comprends donc rien. Ici règnent d'autres principes. Liberté, égalité. Je te fais mal? Oui. Sache qu'il n'est aucune sensation qui soit plus vive que celle de la douleur. Ces impressions sont sûres, elles ne trompent point comme celle du plaisir. La cruauté, bien loin d'être un vice, est le premier sentiment qu'exprime en nous la nature. L'enfant brise son hochet, mord le téton de sa nourrice, étrangle son oiseau, bien avant que d'avoir l'âge de raison. Je te fais mal, réponds. Oui, oui. Très bien. Sache qu'il n'est point d'homme qui ne souhaite d'être despote. Il faut donc lui donner les moyens d'exprimer la dose de despotisme que la nature a mis au fond de son cœur. En laissant libre sort à ses désirs tyranniques, il ne troublera point le gouvernement qui lui donnera les moyens de sa concupiscence. Assurément, les lois devront aussi assurer aux femmes de satisfaire leurs désirs. Réciprocité. Jamais un acte de possession ne pourra être exercé sur un être libre. Ah, on a lu Rousseau. Il est très doux de scandaliser. Mais il existe pourtant d'autres étranges raisonnements de l'homme. L'atrocité de la peine de mort et ses motifs de meurtre perpétuel. La guerre et les crimes qui sont les plus grands ressorts de la politique. Je suis libre. L'acte de possession ne peut être exercé que sur un immeuble ou un animal. Jamais il ne peut l'être sur un être qui nous ressemble. Tu souffres et tu te crois libre. Tout le bonheur des hommes est dans l'imagination. J'écris dans l'ombre des lumières, derrière les murs épais de la Bastille, derrière les murs du donjon de Vincennes, derrière les murs de la prison des Carmes, derrière les murs de la prison Saint-Lazare, derrière les murs de Sainte-Pélagie, derrière les murs de l'asile d'aliénés de Charenton. Tous les hommes sont fous, et qui n'en veut point voir doit rester dans sa chambre et casser son miroir. Ah. Tous ces murs m'ont fait former des fantômes qu'il faudra que je réalise, mais que toutes ces choses demeurent ensevelies dans les ténèbres, que mon corps disparaisse de la surface de la terre, comme je me flatte, que ma mémoire disparaîtra de la mémoire des hommes.
Gatien, Alphonse, François, marquis de Sade. Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, bien sans impur, à revenons Sion. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur, à revenons Sion. Denis, Diderot, êtes-vous là? il n'est pas là. Courons chez Madame de Puisieux. Pourquoi chez Madame de Puisieux? Parce que c'est sa maîtresse, l'abbé. Ah bon? Non, 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 non. Attendons-la plutôt ici. Qui est là? C'est moi. Qui est moi? C'est toi, Marton? Qui êtes-vous? C'est d'Alembert, Marton, avec l'abbé. C'est Marton, la servante de Diderot. La servante, wish, et la gouvernante, et la bonne d'enfant aussi. Je range le matin ce que monsieur a dérangé pendant la nuit. Je lui remets sa perruque lorsqu'elle est de travers. Je le fais lever de son fauteuil pour y retrouver le manuscrit qu'il m'accuse d'avoir égaré alors qu'il est assis dessus. Il fait affreusement noir ici. Je le vois bien puisqu'on y voit goutte. Pourquoi n'allumes-tu pas une bougie? Parce qu'elle a fini de brûler tout à l'heure. Allume-en une autre. Je ne sais pas où il les a mises, ni même s'il y en a. Où est monsieur Diderot? Il doit pas être loin. Je viens de toucher son habit jeté sur cette chaise. Marton? Ah, oui monsieur? Pourquoi la maison est-elle dans le noir? Parce qu'il n'y a plus de bougies, que vous deviez en acheter, que vous n'y avez plus pensé. Comment l'as-tu deviné? Eh ben, il nous faudra faire comme les aveugles et nous laisser guider par nos autres sens. Monsieur d'Alembert est là. Diderot, je suis venu avec l'abbé. Diderot, il faut que vous nous écoutiez. Mais je vous écoute, l'abbé. Je ne peux même faire que cela puisque je ne puis vous voir. Ah! Pourquoi faut-il qu'il y ait des meubles dans une maison? C'est bien fait. Si vous étiez aveugle, vous seriez amis de l'ordre comme eux et vous ne laisseriez pas tout traîner comme vous le faites. Mais si nous étions nés aveugles, nous ne saurions pas ce que c'est que voir. Si je peux me permettre, monsieur l'abbé, je crois qu'un aveugle né imagine que notre œil est un organe qui fait sur la distance le même effet que son bâton sur sa main. Oh, ma bonne Marton! À force de vivre avec un philosophe, elle ne peut s'empêcher de penser à des choses étranges qui ne lui passaient pas par la tête auparavant. Et la peinture, Marton? Tu reconnaîtras que la peinture ne peut être connue des aveugles. Pour eux, la beauté n'est qu'un mot. Comment peuvent-ils juger de la beauté, sinon par le toucher? Comment puis-je me faire une idée de Marton si je ne la vois pas? Si je ne la... Ne vous moquez pas, monsieur. Il faudra que j'en juge par le charme de la voix, la prononciation, le grain de la peau, l'embonpoint, la fermeté des chair, monsieur, le parfum de son corps, monsieur, et le système de ses courbes. Heureusement que vous n'êtes pas aveugle, monsieur. Pourquoi cela? Vous dites toujours à vos amis que vous m'avez prise comme servante à cause de mes courbes. Si vous étiez aveugle, je doute que votre femme et vos maîtresses auraient apprécié votre façon d'en juger. Justement, la pudeur, Marton, la pudeur. Nous couvrons... Gazez un peu, Diderot, il y a l'abbé. Oh, ça va, d'Alembert. On aime de même son Dieu et sa maîtresse. Donc, nous qui voyons, couvrons nos parties intimes. Oui, mais que signifie la pudeur pour un aveugle? Monsieur, je crois que vous accordez trop d'importance à la vue.
Savez-vous ce que je fais? Oh, je crois le savoir. Et vous, l'abbé? Je le devine, mais n'ose le dire. Je viens de retrousser ma jupe et mon jupon jusqu'à la taille. Marton, tu es une coquine. Du tout, monsieur. Vous ne pouvez voir mon derrière et mon bijou à cause de l'obscurité. Mais quand il fait clair et que ma jupe les cache, mon derrière et mon bijou sont à leur place habituelle. Et vous n'en faites pourtant pas grand cas. Tiens, je vous entends respirer plus vite. Ce qui provoque votre émoi est donc l'idée que mon derrière et mon bijou sont dévoilés sans que vous puissiez les voir. Je doute que cela vous fait plus d'effet que ces vieilles gravures où l'on voit tout caché dans le tome 18 des œuvres de Monsieur Piron. Marton, veux-tu bien te taire? De sorte que votre émoi ne vient pas de ce que vous voyez, parce que mon derrière n'a rien de plus qu'un autre, mais de ce que vous ne voyez pas, ce que vous voudriez voir complètement, et qu'une fois que vous l'avez vu, vous semble toujours du déjà vu. La vue ne fait donc pas tout. Ah, Marton, comme te voilà devenu philosophe. Je t'embrasserais si je te trouvais. Oh, monsieur! J'ai trouvé ce reste de bougie dans une de mes poches. Vous aurez pu m'avertir, monsieur. Diderot, il faut agir vite. Si nous faisons intervenir d'Argenson, le duc de Richelieu, et si nous allons nous jeter au pied de la Favorite... Ce qui m'occupe davantage l'esprit, c'est le problème posé par ma nuit. Diderot! Si je prends le derrière de Marton... Quoi? Vous allez laisser faire les censeurs? Quel censeur? Vous êtes un polisson. Le derrière de Marton forme un cercle parfait. Mais un carré ferait aussi très bien l'affaire. Un carré, monsieur? J'entends une figure géométrique idéale, Marton. La prochaine fois que je me laverai le derrière, monsieur, je prendrai garde au fait que je manie une figure idéale. Un aveugle-né, à qui l'on rendrait la vue, pourra-t-il reconnaître un cercle lorsqu'il verra le derrière de Marton, si on ne lui en a jamais donné l'idée auparavant? Je conçois fort bien le derrière de Marton, le problème de Molineux, ainsi que toute votre philosophie, mais notre œuvre est interdite. L'encyclopédie est arrêtée, le trône gronde, le parlement criaille, la Sorbonne menace et on brûle des livres. L'encyclopédie? Censurée? Venez mes amis, allons nous jeter au pied de la Favorite. Votre habit, monsieur! Vous oubliez de mettre votre habit! Voilà qui va se jeter aux pieds de Madame de Pompadour dans sa vieille robe de chambre. Monsieur! Monsieur! Fais le taire! C'est la fin. T'as qu'à le faire téter, on t'a pas appris ça? Ça fait 2 jours que je lui donne de l'eau sucrée et j'ai plus de lait. Il n'y a plus de pain, plus de farine dans les boulangeries. Les accapareurs se sont entendus avec le roi pour affamer le peuple. Le bien-aimé? Il peut pas nous faire ça, le roi. Il nous aime comme un père. Tu as vu comme il le laisse crever de faim, ton bien-aimé? Foutre Dieu! Je ne peux plus supporter ces plans de chien à ton chien!
des oripeaux du fanatisme. Vos Calas sont protestants. Chez les protestants aussi, il y a des fanatiques. Vous me rompez les oreilles avec vos Calas. C'est vous qui ne cessez d'en parler à chaque fois que je viens vous voir à Ferney. Le père Calas aurait étranglé son fils pour éviter qu'il se convertisse au catholicisme. Le vieil Abraham trucidant son fils Isaac sur l'ordre de son Dieu. Qu'on ne me parle plus des Calas. Et si vous me parlez des Calas à chaque fois que... Laissez-moi, madame, laissez-moi. J'ai la colique. L'univers entier digère. Moi seul ne digère pas. Tout cet appareil me montre que vous menez l'enquête de votre côté. Il faut bien que quelqu'un le fasse, puisque l'enquête était bâclée. Et je le fais, moi, au lieu d'écrire une ou deux tragédies. Rappelle-nous les faits, Marton, et toi aussi, Marie. N'oubliez aucun détail. Les faits, madame, les faits sont têtus. Toulouse, 13 octobre 1761, rue des Filatiers. Sur le devant, une boutique de toile imprimée, derrière, une réserve. Et qu'est-ce qui sépare la boutique et la réserve? Une porta de bâton. Ici, un escalier. Qui mène nous? Au premier étage, il y a un salon et une cuisine. Dans le salon d'Île Calas père, la mère, deux des fils Calas, Pierre et Marc-Antoine, le fils aîné, et Gobert Lavesse, un ami de Marc-Antoine. Dans la cuisine, Jeanne Viguière, la vieille servante des Calas. Catholique. À quelle heure le dîner? 7 heures. À un moment du repas, Marc-Antoine quitte la table et il descend. Plus tard, le jeune Lavesse prend congé des Calas. Pierre Calas l'accompagne avec une lanterne. Quelle heure est-il alors? 10h moins le quart. Lavesse et Pierre Calas découvrent dans la boutique, derrière cette porte, le corps de Marc-Antoine pendu. Il crie. Le mot descend. On dépend le jeune homme. On ne le croit pas tout à fait mort. On tente de lui faire boire quelques gouttes d'alcool. Et on envoie chercher le médecin qui constate une mort par strangulation ou pendaison. Et conseille d'appeler la police. Qui se présente d'elle-même parce que tout ce remue-ménage dans une petite rue a provoqué un attroupement devant la maison. C'est son père! C'est sa famille protestante qui l'a assassiné. Il voulait se faire catholique. Il devait abjurer le lendemain. Oui, le lendemain. Son père l'a étranglé de ses mains, croyant être agréable à Dieu. Oui, oui, c'est cela. Aucune enquête n'a été menée pour savoir si Marc-Antoine voulait se convertir. Arrive l'un des magistrats chargés du maintien de l'ordre à Toulouse. Il croit d'emblée à un crime calviniste. Il arrête toute la famille. Jean Calas est torturé, condamné à être roué vif, étranglé et brûlé. Jusqu'au bout, il clame son innocence. Parce qu'il est innocent. Tiens, vous avez oublié votre colique? Elle ne passe pas. Que vous êtes heureuse de digérer. Moi, je ne digère pas cette histoire de Calas. Je n'en dors plus, voilà. Vous êtes contente? Vous vous échauffez. En plus de la colique, vous aurez la fièvre. J'en suis hors de moi. Cette aventure me tient au cœur. Je m'y intéresse comme homme, comme philosophe. Je veux savoir de quel côté se trouve l'horreur du fanatisme. La vérité ne m'apporte pas qu'à moi seul. Elle apporte au genre humain. Criez, je vous en prie, et faites crier. Il n'y a que le cri public qui puisse obtenir justice. Et quand je mourrai, qu'on dise seulement de moi. Il a fait un peu de bien, c'est son meilleur ouvrage.
maestro, je vous écoute. Un, deux, trois. Allons danser sous les ormeaux, animez-vous, jeunes fillettes. Allons danser sous les ormeaux, allons prendre vos chalumeaux. Ça traîne, ça lambine, c'est mollasson. Allez, plus vite, plus vite. Allons danser sous les ormeaux, allons danser, jeunes fillettes, allons danser sous les ormeaux, galant prenez vos chalumeaux. Allez, répétez, allez, répétez. Oh là 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 là. L'avez-vous su que Madame de la Prière a la chaude pisse? Je le tiens de ce petit froliquet de Vendeuil qu'il a eu d'elle. Vous ne savez donc rien? Que Poulain de Sainte-Foy se fait ridiculiser par le chevalier de Malbrouck. J'affirme cependant que tout est bien. De grâce, monsieur, expliquez-moi vos tout est bien. Moi, je prétends que tout va mal. Vous avez des infos? Mais de quoi parlez-vous? Vous ne parlez pas de Poulain de Sainte-Foy? Non. Ni du petit Malbrouck? Non. Ni de la chaude pisse de Madame de la Prière? Non. Lisbonne est en feu, madame. Le tremblement de terre a fait 60 000 morts. Quel horrible! C'est Dieu qui l'a voulu. Pourquoi Dieu aurait-il voulu que la terre tremblât à Lisbonne? Parce que si ce n'est pas Dieu qui a voulu que la terre tremblât à Lisbonne, il n'est pas le maître de l'univers qui m'a institué les lois. Mais pourquoi Dieu veut-il ces malheurs épouvantables? Parce qu'on lui a désobéi. N'y avait-il à Lisbonne que des méchants? L'Inquisition a trop brûlé. L'Inquisition n'a pas assez brûlé. Il faut brûler davantage. Quelques juifs en auto-da-fé. S'il y a des mots particuliers, ils composent le bien général. Un bien général? Fait de famine, de maladies et de guerre, de souffrances de toutes sortes. Soit Dieu veut ôter le mal de ce monde et il ne le peut, soit Dieu le peut et il ne le veut pas. Il le veut et il le peut. Alors, d'où vient le mal dans le monde? Soit exonérons Dieu du mal dans le monde. S'il vous plaît. Alors nous ne savons rien par nous-mêmes des causes de notre destinée. Mais vous ne pouvez manquer de reconnaître que tout est arrangé, ordonné, et que Dieu a fait toutes les choses à dessein. La pierre a été créée pour bâtir les maisons pour s'effondrer dans les tremblements de terre. Les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, les nez pour porter des lunettes. Le ver pour être mangé par les poules pour être mangées par les hommes pour se tuer les uns les autres et pour être ensuite mangés par les vers. Les femmes pour tromper leur mari, les maris pour être inconstants. Et le front de Poulain de Sainte-Foy pour porter les corps. Vous ne savez donc rien du tout? Je ne vous parle ni des cornes de Poulain de Sainte-Foy, ni du petit chevalier de Malbrouck, ni de la chaude pisse de Madame de la Prière. Riez de la providence comme vous riez de tout. Voulez-vous arracher toute espérance aux hommes, les condamner au désespoir et à l'absurdité de leurs conditions? Souffre à jamais, malheureux, car tu n'existes que pour mourir. Si des hommes cupides n'avaient pas construit 20 000 maisons de 6 et 7 étages, et s'ils n'avaient pas considéré que leur richesse valait plus que leur personne... La reine est là!
qui chante Colette. Elle aura cet honneur, monsieur. Et lui va chanter Colin. Je m'en flatte, monsieur. On dit de ce Rousseau qu'il a volé la musique d'un autre. Mais les paroles sont bien trop sottes pour n'être pas de lui. Connaissez-vous ce Rousseau? Très bien. Vous lui direz que ses livres sont trop épais et ses livrets trop minces. Ces éclats sont ici. Que v'là de beaux masques! Mais ça vous va bien, c'est l'orque. Ça tient à votre figure. Oh, ça lui donne l'air d'un cercueil! Venez aller. Venez, on se fait la bise. Marteau, t'es trop dur! Tu pues le poisson pas frais et tu veux le baiser! Mon poisson pas frais, il est vivant, tout comme moi. Oh, bah si t'es vivante, t'es pas fraîche! Vois-tu comme ça t'arbitre partout, chien. Ça m'éberluette. C'est que du diamant. Mais qui est-ce? Qui sont ces femmes? Qui les a laissés entrer? Majesté, dois-je appeler la garde? Ces dames sont mes conseillères artistiques, les poissardes de la halle. Madame Figueur est poissonnière. Appelez-moi comme Tertou, Madame sans gêne. On n'interrompt pas sa majesté, voyons. Je te cause pas, toi. Madame Dubuc est arrangère. Margot Malpeigné, votre majesté! Oh chien, quand je compterai ça, j'en c'était à Versailles et j'en vu la reine! Mais non, ici, faut poser comme là-haut, on dit. Nous? Oui, tu et j'en pète tondeuse! Madame, on ne pète pas devant la reine. Non. Si j'avais le derrière ouvert, ça va pas, toi tu pourrais te tourner dedans! Et Madame Turpin, la marchande d'eau de vie sur le port au blé. Elle s'excuse! Et Madelon Friquet et Fanchon Lalippe qui ont eu un empêchement. Et votre mari le roi, il se porte bien. Et la chose, votre majesté, il vous la fait souvent. Parce que les hommes, faut pas les laisser roupiller. Un homme, c'est par là que ça se tient! C'est intolérable. À la cour, on ne parle pas de ces choses. Bon, hein, mais c'est pas le tout, faut qu'on s'y mettions, hein! À mon petit théâtre du Trianon, nous jouerons le devin du village de Monsieur Rousseau. Jean-Jacques, le Rousseau. Celui qui déclame la bande nature et que c'est notre société qui le rend méchant. Et que c'est la société qui nous fait nous haïr. Ça, je l'ignore. Vous pensez bien que je n'ai pas le temps pour lire ces bêtises. Monsieur Rousseau est l'auteur de cette œuvre charmante, le devin du village. Où allez-vous, monsieur Rousseau? Uriner. Je dois souvent uriner. J'ai une malformation de l'urètre. D'un quoi? La reine a un urètre comme tout le monde. Bon, et qu'est-ce que ça raconte, votre devin? C'est l'histoire d'une jeune paysanne nommée Colette, que son amoureux, nommé Colin, délaisse pour une dame de la cour. Bah, quand on voit ces vilains coulis en plâtre là-bas, sûr qu'un paysan qui se lit, il fera mieux son affaire aux petites dames. Le devin conseille à Colette de rendre Colin jaloux. Devant Colin, il prétend que Colette est tombée amoureuse d'un monsieur de la ville. Oh, mais ça c'est bien. Et finalement... Ben, ils s'embrassent. Et ils s'épousent. Bah, c'est donc tout. Mais non. Ah. À la fin, il y a une pantomime. Une villageoise danse entre un courtisan qui lui offre une bourse qu'elle refuse avec dédain. Pas la messie. Mais ensuite, il lui offre un beau collier qu'elle accepte. Mais devant la douleur de son amoureux, elle rend le collier au courtisan. L'imbécile. Bien. Le roi m'attend. Mesdames, mes chanteurs, qui sont nobles, ne savent pas jouer les gens du peuple. J'attends de vous que vous le leur appreniez. C'est que c'est pas facile d'être peuple, votre majesté. Ouais, le peuple. Rien que pour survivre chaque jour que Dieu fait, il doit être roué, il doit ruser, manigancer, voler, tromper, trafiquer. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ouais.
Alors pensez, des nobles qui ne savent rien faire. Je vous fais confiance. Ah ben, je sais pas si c'est parce qu'on étions chez la reine, mais j'ai faim, moi. On va vous servir une collation. Pardon, toujours d'avoir ton avoir tout plein. Oh, vas-y, ressors-moi, je buvais tout d'une retraite. Et toi, mon père vite. Monsieur Rousseau, venez donc boire un coup. Je ne bois que de l'eau. Oh, mais c'est bien triste. Il n'est rien bête, votre père à monsieur Rousseau. Si votre Colin et votre Colette, ils peuvent être tous deux marier la dame de la cour et le monsieur de la ville, mais c'est tant mieux pour eux. Si Sam, ça n'empêche pas qu'ensuite, il trempe le biscuit au pot. Regarde les émisanes enfermées. Et trop heureux d'être cocu. Vous autres, courtisans, grands seigneurs, avec tous vos biens et vos honneurs, on vous défie de mener dans vos fêtes plus joyeuses vies que nous. Vos plaisirs vains et artificieux peuvent-ils être comparés aux nôtres? Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Vous prétendez savoir jouir, vous savez rien qu'aimer. Ça c'est envoyé, Marie-Thérèse. Ouais, pas de village. Il vaut pas tripette, monsieur Rousseau. Parlez-nous plutôt de votre contrat social. Qu'est-ce qui fait un peuple, mesdames? Qu'est-ce qui distingue un peuple de la multitude? Eh bien, un peuple suppose qu'il s'assemble pour exprimer sa volonté. Une volonté commune qui sera entérinée par la loi. Et comment exprimera-t-il sa volonté commune? Par un pacte d'association et non de soumission. Ben, comme maintenant, entre le roi et nous, ses sujets. Un contrat suppose une relation d'égal à égal entre des associés. Alors, seulement le peuple peut transférer au souverain une partie de ses droits. Le citoyen qui obéit à la loi n'obéit à personne, mais à sa propre volonté. Et la soumission à la loi seule permet l'exercice de la liberté. Ça veut dire que si le peuple souverain, ses députés peuvent rien conclure définitivement. Attendez, faut que j'aille en pisser. Moi aussi. Ça fait 1 heure que je me retenons. Oh, bah moi, et tout. Allons danser sous les ormeaux, animez-vous, jeunes fillettes. Allons danser sous les ormeaux, allons prenez vos chalumeaux. Allons danser sous les ormeaux, animez-vous, jeunes fillettes. Allons danser sous les ormeaux, allons prenez vos chalumeaux. Répétons pile chansonnettes, et pour avoir le cœur joyeux, dansons avec nos amoureux. Ne restons jamais seulettes, allons danser sous les ormeaux. Animez-vous, jeunes fillettes, allons danser sous les ormeaux, allons prenez vos chalumeaux. Allons danser sous les ormeaux, animez-vous, jeunes fillettes, allons danser sous les ormeaux, allons prenez vos chalumeaux. À la ville on fait bien plus de fracas, mais sont-ils ensignés dans leurs ébats? Toujours contents, toujours chantants, plaisir sans art, beauté sans phare, tout leur concerne pas le type en visage. Allons danser sous les ormeaux, animez-vous, jeunes fillettes, allons danser sous les ormeaux, allons prenez vos chalumeaux. Allons danser sous les ormeaux, animez-vous, jeunes fillettes, allons danser sous les ormeaux, allons prenez vos chalumeaux. Et c'est à ce moment-là que la reine vous offre 15 minutes d'entracte pour aller vous désaltérer.